Quand on entend DevOps, c'est Halloween pour tout le monde. Ça fait peur. Et en quoi il fait peur, du coup, ce mot aux gens? Tout simplement parce que je pense qu'on a tous été plus ou moins traumatisés. C'est le fait d'essentialiser le DevOps à un ensemble d'outils. Je vois que le problème n'est pas le DevOps, mais c'est le mésusage de ce mot-là. Sans DevOps, est-ce que je peux réussir? Donc la question c'est, on a toujours fait pendant des années sans, mais si c'est là, c'est parce que ça répond à une problématique. Est-ce qu'on peut faire mieux sans les concepts et les outils qui sont apportés par le DevOps? Je ne pense pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Sur l'objectif de la chaîne, simplifier, démystifier les concepts informatiques et technologiques pour tous. Et parmi ces concepts, il y a aujourd'hui le DevOps. Le DevOps, un sujet, un concept pour ma part qui me tient vraiment. J'aime bien ce concept parce que je trône souvent dessus aussi. Et pour nous simplifier tout ça et nous aider à comprendre en mieux en quoi consiste ce terme, j'ai l'honneur d'accueillir Katia Himmer avec moi aujourd'hui. Bienvenue, bonjour Katia et bienvenue dans la chaîne. Merci Rafik, bonjour tout le monde. Donc, Voilà, je suis merci très contente. Katia. Vraiment, moi aussi, je suis doublement ravi. Je dirais pourquoi. Et je vais te laisser te présenter, Katia, et après on attaque. Ok, moi c'est Katia, je suis cofondatrice et CTO de Cockpit.io. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'accompagnement autour des sujets cloud et DevOps. Donc, je fais dans mes missions des sujets de transformation DevOps. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler. Et puis des missions aussi de projets de migration vers le cloud, d'optimisation d'infrastructures existantes, de formation, des ateliers d'acculturation autour des sujets DevOps, etc., etc. Oui, un grand panel qui a évolué au fur et à mesure du temps. Moi, je t'ai connu récemment, Katia, après avoir découvert aussi ton parcours. Et une chose importante, on est tous les deux des DZ. Si vous savez pas ce que c'est, ce que ça veut dire, aller chercher. Et voilà, c'est pour ça, par rapport à ton parcours, ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation d'être avec moi dans la chaîne. Et parce que, voilà, on a notre ADN, en plus de l'ADN de la chaîne, ADN des Z, ça fait toujours plaisir. De voir des personnes des Z qui réussissent, ça me fait toujours... je suis toujours ravi d'apprendre cela. Voilà. Donc, on attaque? Allez, c'est parti. On attaque. Très bien, de retour. Et pour ce starter, par rapport au terme, je vais dire terme, parce que c'est Katia, sa mission aujourd'hui de nous dire ce que c'est. DevOps, la première question que j'ai envie de poser, Katia, c'est que si j'ai une grand-mère en face de moi, et je veux lui expliquer ce que c'est le DevOps, est-ce que tu peux nous aider à lui expliquer? Vrai challenge. Alors pour expliquer le mot DevOps à une grand-mère ou à une personne néophyte qui n'est pas spécialement dans le domaine de la technique, je vais juste rappeler qu'une entreprise, donc notamment une entreprise qui développe des applications, elle a des objectifs business. Et parmi ces objectifs-là, en tout cas pour atteindre ces objectifs business, elle va utiliser un moyen et surtout, en fait, elle a comme objectif de déployer son application, déployer de nouvelles fonctionnalités. Et une fois qu'elle a acquis une base de clients, à chaque fois qu'elle veut déployer une nouvelle version de son application, elle a besoin en fait de réduire la coupure de service dans ses applications. Pour atteindre ces objectifs-là, donc réduire le time to market, arriver très vite sur son marché pour avoir un avantage concurrentiel et surtout fiabiliser les process de déploiement d'une nouvelle version de son application, elle va utiliser le DevOps. Et le DevOps, donc, c'est quoi? C'est une boîte à outils, donc un framework culturel qui va nous permettre de réduire le time to market et de fiabiliser les process de déploiement. Pour donner une analogie dans le domaine qu'on connaît un peu tous, c'est comme si on avait un restaurant et en fait on faisait en sorte de faire mieux collaborer les personnes dans la cuisine
qui livrent le produit et les personnes en fait qui le maintiennent, qui vont le servir en salle, tout simplement. Très très bien. Bah écoute, ultra limpide, très clair. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de. D'ailleurs, j'ai vu un reportage hier ou avant-hier sur comment un restaurant réussit à fiabiliser le service. Et vraiment, ça se rapproche effectivement énormément. Donc, si je veux faciliter la vie à mes déploiements et rendre mes clients heureux avec un time to market plus réduit, bah, le DevOps s'applique. Très bien. Merci Katia. Maintenant, la prochaine question, c'est quand on entend DevOps, c'est Halloween pour tout le monde. Ça fait peur. Et en quoi il fait peur, du coup, ce mot aux gens, de façon plus générale? Je me concentre pas uniquement sur une population pure tech, quoi. Je pense que moi, de mon expérience, ce que je vois, c'est pas vraiment de la peur, c'est plutôt de la méfiance et de la défiance. Tout simplement parce que je pense qu'on a tous été plus ou moins traumatisés. On a vu des mésusages utiliser le mot DevOps au tort et à travers parce qu'on a eu un moment, un pic de hype autour de ce mot-là. Et en fait, on a tous plus ou moins, je pense, une expérience ou entendu parler voilà, d'une expérience qui s'est mal passée parce qu'il y a eu le DevOps, soi-disant, qui a été appliqué. Mais quand on creuse un peu plus, en tout cas dans mon cas, quand je creuse un peu plus, je vois que le problème n'est pas le DevOps, mais c'est le mésusage de ce mot-là, qu'on le colle à des anti-patterns justement du DevOps. On pense qu'on est DevOps ou qu'on a une équipe qui est DevOps, une entreprise qui est DevOps, alors que pas du tout. Et je pense que le problème, il est là. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de revenir à la source. Pourquoi le DevOps? À quelle problématique il répond? Et en fait, sortir au maximum des anti-patterns qu'on rencontre avec le mot, avec ce mot-là. Oui, donc en fait, on peut dire qu'il faut aller comprendre en quoi il ne peut ramener que aller Exactement. se dire j'applique du DevOps, c'est ce qui est une phrase qui veut rien dire. On est C'est d'accord sur exactement ça. ça parce que, en fait, à un moment, c'était un peu, j'avoue, il y a eu quand même une très très forte tendance sur ce mot-là, surtout pendant la période Covid où il y a énormément d'entreprises qui ont été obligées de se transformer. Ouais. On n'a pas eu le choix à ce moment-là. Donc, et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ben, on entendait le mot DevOps partout, 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 et il fallait être DevOps. C'était devenu un Ouais. objectif en soi alors qu'en fait, ça ne doit pas être un objectif en soi, ça doit être un moyen d'atteindre nos objectifs en tant qu'entreprise. Et le problème, à mon avis, il est là, c'est que pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on utilise ce mot-là à tort et à travers, et qu'on passe à côté de son essence. Quelle problématique il répond? Pourquoi on doit le déployer? C'est pas pour être à la mode ou pour être moderne ou pour suivre une hype en particulier, mais c'est vraiment pour réduire le time to market, Ouais. fiabiliser ses déploiements et atteindre ses objectifs business grâce à ça. Mmh. Ça revient, et ouais, c'est bien, tu fais bien d'insister sur ces 3 principes. Après je dirais aussi, je rajouterais, pourquoi, le considérer à la mode et tout et pourquoi dire autant de bullshit dessus aussi. Parce que ça c'est une évidence. Moi, je vois beaucoup des posts LinkedIn disent: «Ouais, on fait du DevOps avec des jolis schémas et tout» et derrière les clients, ils sont pas forcément contents. Donc pour moi, c'est poubelle. Donc voilà. Donc à tous ceux qui font ça, arrêtez. Ça, c'est dit. Oui, voilà. C'est ce qui démarque la chaîne des autres chaînes informatives. Bah, c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, la prochaine question, on en a parlé là un peu, c'est faire du DevOps, parce que on entend, c'est comme les podcasts qu'on a fait sur l'Agile, sur Scrum avec Jean-Christophe, sur d'autres aussi podcasts où on emploie des termes et des phrases, parce que on entend faire du DevOps, c'est empiler des outils. C'est quoi la vraie erreur derrière ça dans ce cas, Katia? Est-ce que c'est faire du DevOps, c'est empiler des outils? Alors, sur la question d'empiler des outils, ça, c'est un des principaux anti-patterns liés justement au DevOps, tout simplement. C'est le fait d'essentialiser le DevOps à un ensemble d'outils. Donc, en fait, à un moment, c'est pas parce qu'on a du GitLab
qu'on est DevOps, c'est pas parce qu'on fait du conteneur qu'on est DevOps, c'est pas, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Les outils, c'est un des moyens mis à nos dispositions pour toujours, je reviens aux objectifs du DevOps, réduire le time to market, fiabiliser les déploiements, mais c'est pas un prérequis. Donc, si on n'a pas ces outils-là, c'est pas ça qui va nous empêcher de travailler pour fiabiliser ces process et de réduire le time to market. Et vraiment, l'essentialisation du DevOps à certains outils, c'est une vraie problématique parce que moi, je le vois, euh, quand on fait ça, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pas travailler en fait sur les causes qui, par exemple, rendent fastidieux les développements, les déploiements, etc. Et en fait, on va rajouter une brique supplémentaire. On va dépenser du temps en entreprise pour adopter un nouvel outil, faire des migrations parfois, ce qui peut être très fastidieux. Et à côté de ça, on rajoute en fait une complexité à une solution qui était déjà complexe à la base. Donc on résout rien du tout à ce moment-là. En fait, on aggrave un petit peu le problème et on le fait durer dans le temps. Donc DevOps, c'est pas égal aux outils, pas du tout. Oui, très clair. Et Katia, si tu permets aussi, c'est que il y en a beaucoup qui disent oui, on fait du Datadog, on a du GitLab, comme tu disais, on a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Très honnêtement, je vais à pas mal de conférences dans l'année. Quand je discute avec certains gens, la question que je pose, je dis, et du coup, niveau ROI, ça donne quoi? Oui, Ça donne quoi? Et la plupart, ils savent pas me répondre. Ils me disent ROI, on a estimé, c'est des ROI stratégiques. C'est-à-dire, ils ont mis juste des phrases pour aller raconter des trucs à leur CEO. Mais, du coup, c'est exactement ça rejoint. C'est ce que tu dis, c'est que si on empile pour complexifier à la fin, on n'atteint pas les objectifs time to market, business et tout, bah ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est mm, ça. En fait, mm. c'est ça pour le coup, c'est quelque chose sur lequel quand j'interviens dans une mission comme ça, enfin, je pose le haut là et j'essaie de réutiliser au maximum les outils qui sont déjà mis en place parce que bah, j'ai déjà vu des projets, par exemple, où il y avait vraiment un complexe très compliqué. euh, et en fait, la solution qui a été proposée avant que j'arrive, c'était de migrer de Jenkins vers GitLab. Un projet de plusieurs mois, Mm. mais sans travailler en fait sur le process de livraison, sur la communication entre les équipes, etc. Bah, là, en fait, ce qu'on va faire, on va imposer aux équipes un nouvel outil. Il va falloir les former, gérer les bugs qui arrivent, avoir peut-être potentiellement pendant une phase de temps des process de livraison qui sont pas fiables, etc. Mais on n'a pas travaillé sur les causes principales qui font que bah on a un time to market qui est pas OK. Nos concurrents nous dépassent, livrent des fonctionnalités de plus en plus vite. Et nous, on galère, on fait un déploiement tous les 3 mois et quand on déploie, ben, c'est le drame. Donc, faut vraiment travailler Mm. sur ça, enfin, essayer d'évangéliser le maximum de personnes en disant que bah, DevOps, c'est pas du tout égal aux outils. Les outils, peu importe lesquels, ça Mm. doit être juste un moyen d'atteindre des objectifs qu'on aura fixés précédemment. Oui, très clair. Et du coup, on se dit que la vraie erreur là, c'est penser tout le first. C'est un peu, Oui. ça rejoint un peu d'autres domaines comme l'IA et autres, hein, où on réfléchit outils avant de définir ses use cases et ce que j'attends comme gain et penser objectif, client et time to market. Ça, c'est clair aussi. Euh, Maintenant, sur la suite, le mot DevOps, on le retrouve partout. Là, on a dit faire du DevOps, c'est une erreur. Donc, on ne dit pas ça. On réfléchit objectif. Mais maintenant, le mot DevOps, il est associé un peu partout, surtout dans les titres de poste. Je vois DevOps Engineer. Je vois. C'est pas une critique, hein. C'est une question ouverte. DevOps Engineer, DevOps Cloud Provider, staff, je sais pas quoi, DevOps Principal Architect, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose c'est du bullshit quand on le met dans un titre de métier, de job, ou ça peut passer, Katia, selon toi? Alors, je pense qu'on est tous, on est très nombreuses et nombreux à avoir fait cet état des lieux en termes de titres. Moi, j'ai un avis assez pragmatique là-dessus. Donc, en fait, il y a deux catégories de titres. Quand on a pour mission
évangéliser autour des pratiques DevOps, autour de la méthodologie DevOps, aider une entreprise à se transformer, fiabiliser ses process, réduire son time to market, etc. Là, pour le coup, on peut trouver des gens qui portent le titre de consultant ou consultant de DevOps. En fait, leur rôle, c'est vraiment d'expliquer ce que c'est vraiment et de vous aider à mettre en place les moyens, les outils nécessaires, etc., à retravailler vos process. Ça, en soi, moi, je l'ai fait pendant de plusieurs années, je continue de le faire. Ces missions-là, ça fait partie de mes missions. Je ne fais pas que ça, mais ça fait partie de mes missions. Ça peut porter le titre de consultant ou consultant DevOps, ça peut aussi avoir un autre titre. Là-dessus, il y a pas de problème. Ouais. Là où ça pose problème, c'est que c'est pour ça que je reviens jusqu'à la période Covid, parce que c'est là où on a eu vraiment un pic des annonces autour de ces sujets-là, où les salaires, ils ont explosé, la demande a été très très forte, donc on C'est ça. Ouais. retrouvait vraiment de tout. Et à ce moment-là, c'est là où ça pose problème, c'est qu'on se retrouvait avec des postes, des fiches de poste pour recruter des ingénieurs DevOps, et on avait autant de descriptifs de postes que d'annonces. Donc en fait, quand on creusait dans l'annonce, on voyait ingénieur DevOps, c'est quelqu'un qui fait du GitLab. Ingénieur DevOps, dans une autre annonce, c'était quelqu'un qui faisait du Jenkins. Ingénieur DevOps, c'est quelqu'un qui fait du Docker. Ingénieur DevOps, c'est quelqu'un qui fait du cloud. On s'est retrouvé avec un ensemble d'annonces totalement hétérogènes et un noyau de personnes qui essayaient sur les réseaux de dire bah c'est pas ça, ingénieur DevOps ça n'existe pas, etc. Moi, je pense que la bataille elle est perdue pour revenir à un naming de Ouais. titre. Voilà, donc il faut choisir ses batailles dans la vie. Par contre, là où il va falloir être très très vigilant, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce titre-là. Parce que c'est là où faut vraiment être vigilant et c'est là où il va falloir être exigeant, c'est aller creuser en plus du titre, chercher qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et voir en fait si ça correspond à une vraie réalité pertinente, pragmatique, ou c'est juste un titre voilà, pompeux, trompeur. Il y a une autre problématique derrière ça, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de recruteuses et de recruteurs qui cherchent ingénieur DevOps parce que bah c'est pas des techs, donc ils ne voient pas Ouais. cette définition comme nous. Et en fait, on se retrouve, il y a des personnes qui sont obligées de mettre ça dans leur titre, par exemple sur LinkedIn, pour ressortir dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour Ouais. ça que je dis, il faut C'est choisir sa ça. bataille. Ouais. Il Ouais. faut garder tous Ouais. ces éléments-là en tête. Ouais. Et en fait, il faut pas être en minorité si on va au travail, on s'inscrit dans un marché du travail qui est assez global. Donc en fait, c'est bien d'évangéliser, d'expliquer ce que c'est, ce que ce n'est pas. Par contre, malheureusement, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a des postes, en fait, oui, ingénieur DevOps, qui ne veulent rien dire. Ça va être quelqu'un qui fait de l'automatisation, ça va être parfois un Ops, carrément un Ops, en fait, on va voir ingénieur DevOps. Quand on creuse, il y a pas du tout la notion de travailler sur la culture, sur la collaboration, sur les process, etc. C'est juste vraiment un Ops. Et Ouais. en soi, c'est pas mal, mais voilà. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est il faut pas s'arrêter au titre, il faut creuser qu'est-ce qu'il y a derrière le titre. Voilà, Oui. tout simplement. Ouais, tout simplement. Et rappeler ce que sur lequel tu insistes, hein, c'est time to market, fluidifier les déploiements, etc. Euh, C'est exactement ça. Moi aujourd'hui, je vois des gens faire ingénieur DevOps, mais ils font que de l'Ops. Et tu l'as cité. Donc, si vous avez aujourd'hui des profils DevOps dans vos équipes qui maintiennent un serveur Linux, sachez que il faut lui enlever, revoir le titre du job. Ou sinon, les former, leur mettre une culture en tête orientée business et pas outillage first. Donc, ce qu'on a besoin de faire avant l'outillage. Le message que essaie de passer Katia. À chaque question, elle insiste sur ça et tu as fortement raison sur ça. Donc très très bien, très clair aussi. Maintenant, Katia, mission. Tu arrives dans une mission où il y a rien du tout. Voilà, ils sont vraiment, ils démarrent. Ils démarrent, ils se disent, je voudrais commencer j'ai entendu parler de DevOps et tout. Je voudrais commencer à faire des choses pour, dès le départ, avoir une stack, quelque chose qui permet de réduire time to market, fluidifier, etc. Toi, tu commencerais par quoi pour poser une base simple et saine, voilà, surtout. Alors, je vais faire un descriptif de comment j'interviens, parce que comme je disais, ça fait partie Ouais, des choses que je fais très souvent. La première étape, en fait, j'arrive toujours sur une phase d'audit qui peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend de la taille des DSI. Donc, si on a une DSI de 2000 personnes, je vais pas passer autant de temps que dans une équipe de 3-4 personnes, par exemple.
Et très souvent, moi, je vais pas m'arrêter aux problématiques qui sont décrites par les équipes que je rencontre, parce que parfois, en fait, j'arrive sur une équipe qui a déjà une solution en tête. Donc elle me dit, on aimerait mettre ça en place. Ok, mais moi je reviens toujours à la base. Pourquoi vous avez pensé à cette solution-là? À quelle problématique vous voulez répondre? Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre d'abord? Et ensuite on parle des outils. Ça sera dans un second temps. Ouais. Donc ma première étape, je fais un audit, une intervention qui peut être plus ou moins rapide. Je pose un état des lieux par rapport à moi, mon point de vue extérieur, parce que des fois, en fait, quand on est vraiment dans une situation critique, intense, etc., on n'a pas suffisamment de temps pour prendre du recul sur une situation. C'est là où moi j'ai un avantage, c'est que j'arrive de l'extérieur, je rencontre les équipes, je me mets en immersion, et en fait, ça me permet de voir, ok, là, je vois qu'il y a des goulots d'étranglement qui n'ont pas spécialement, peut-être pas été identifiés par les équipes. Donc, je pose un état des lieux. Qu'est-ce que vous faites très bien aujourd'hui? Quels sont les axes d'amélioration? Pourquoi ces axes d'amélioration-là sont importants à traiter? Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, pour vos objectifs en tant qu'entreprise? Et ensuite, je propose des scénarios de transition. Et ce que j'essaie de faire toujours dans les scénarios de transition, c'est je mets vraiment par step parce que pareil, quand on fait de grosses révolutions, des gros changements au sein d'une équipe, ça peut être mal vécu et en fait on ajoute trop de choses à l'équipe à maîtriser, enfin pour maîtriser, trop de modifications, de changements. Donc dans ces scénarios de transition, moi ce que j'essaie vraiment de faire au maximum, c'est de faire des évolutions, des petites évolutions. Donc j'aime bien dire en fait, pas de révolution, mais plusieurs petites évolutions en mode amélioration continue pour vraiment garder la maîtrise, prendre le temps, donner le temps, suffisamment de temps aux équipes pour maîtriser ce qu'on met en place, les modifications, etc. Et parfois, ça m'arrive aussi où je me rends compte que les outils sont pas il y a des mésusages en fait des outils qui sont déjà mis en place, qui sont pas exploités à 100%. Et en fait, là, on va essayer de travailler aussi. C'est vous avez déjà un outillage. Moi, je prône le minimalisme dans les outils. J'aime pas quand on imbrique en fait vraiment une quantité d'outils Ouais. supplémentaires. Voilà ce que vous avez. On pourrait les exploiter de manière plus performante en modifiant, par exemple, nos usages. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Vous n'avez pas suivi potentiellement ces nouvelles fonctionnalités, parce que ça nous arrive tous, hein. Moi-même, ça m'arrive. Voilà, en fait, comment vous pouvez améliorer les choses. Donc, on fait un audit, un état des lieux. Ce qui est bien, ce qui est moins bien, il va falloir l'améliorer. Pourquoi il va falloir l'améliorer? Qu'est-ce que ça va vous apporter en tant qu'entreprise? Et voilà, je vous propose des scénarios de transition qu'on va valider ensemble, parce qu'il y a des arbitrages des fois économiques qui entrent en jeu qui ne sont pas du tout de l'ordre du technique. Donc quand on reste sur de la technique pure et dure, c'est très facile. Mais quand on est dans un Ouais. contexte entreprise, c'est un Ouais. investissement. Donc en C'est- fait, il y c'est- a tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte dans ces décisions-là. C'est pour ça, moi, vraiment, j'essaie de dire, bah, on est dans un contexte d'entreprise, on n'est pas dans des contextes de projets open source, de side project qu'on fait, voilà, on peut se concentrer uniquement sur la technique. Il va falloir s'inscrire dans un projet d'entreprise et pour s'inscrire dans un projet d'entreprise, il faut garder en tête les objectifs business de l'entreprise et voilà techniquement comment la tech peut être un outil pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Très bien. Et après, concrètement, Katia, derrière, la liste des outils, les choses comme ça. Par exemple, une fois que tu as bien repéré les besoins, tu as une idée des scénarios de solutions, la liste des outils et tout, quoi? T'as ton framework, tu as ton portefeuille d'outils dans lequel tu sors. Comment ça se passe? Franchement, ça dépend, parce que comme j'ai dit, il y a des arbitrages. Parfois, par exemple, j'arrive sur des outils propriétaires qui sont déjà là, mis en place depuis des années. Surtout dans les grosses entreprises, c'est des contrats en général qui durent plusieurs années et ça va coûter cher de migrer, faut sortir. Donc si j'arrive sur quelque chose déjà existant, je vais faire un inventaire de ce qui a déjà été mis en place pour voir si on peut exploiter ces Ouais, outils-là qui sont mis ok. en place. Ça évite d'ajouter une brique supplémentaire à cela. Sinon, quand je fais le choix de mes outils, bah déjà, je fais de la veille tout le temps, c'est normal, ça fait partie de nos métiers en tant que tech pour voir voilà, les standards du marché. Les standards du marché dans chaque catégorie sont assez connus. Et ce que j'essaie vraiment de garder au maximum en tête, c'est vraiment la partie réversibilité. Donc, peu importe qu'on soit sur un SaaS ou pas, qu'on soit sur un logiciel, voilà, open source ou pas open source, payant ou pas payant, moi, je garde toujours en tête, c'est si jamais il y a un problème avec ce logiciel-là, il va falloir sortir facilement de cet outil-là pour aller ailleurs.
et pas se Ok. loquer à 100% sur ces outils. Sinon, voilà, les standards sont assez connus. Bah Euh, aujourd'hui, ouais. voilà. Hmm. Mais par contre, je ne vais jamais préconiser systématiquement un nouvel outil. S'il y a déjà un outil dans l'entreprise qui fait exactement la même chose que j'aimerais faire. Oui, très bien. Et from scratch, c'est-à-dire si l'entreprise, je sais pas si tu as eu déjà des expériences où il y a rien, Hmm. où il y a, qui existe Oui, oui, rien. oui. Et là, c'est différent. Comment ça se passe dans ce cas? Là, par exemple, ça m'est arrivé. Donc ça, c'est un exemple d'un gros projet que j'ai mené où j'arrive. C'est une entreprise qui existe depuis vraiment très, très, très des décennies. Par contre, d'un point de vue technique, bah, ça n'a pas évolué énormément. Donc, en fait, on a juste des personnes qui développent, qui poussent quelque part. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il va falloir construire une usine logicielle complète, démarrer de zéro. C'est-à-dire que même si les équipes, elles sont là depuis longtemps, les devs, ils sont là, ils travaillent, il y a des applications, mais il va falloir démarrer de zéro. Donc, à ce moment-là, effectivement, ce que je vais faire, c'est on va construire une usine logicielle en prenant en compte le côté qui va maintenir cette usine logicielle. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes en interne? Est-ce qu'il va falloir faire on-prem ou pas? Est-ce qu'on a des contraintes réglementaires ou pas? Toutes ces questions-là, en fait, elles, elles ont un poids dans la prise de décision des outils que je vais Hmm. préconiser. Si on n'a que des équipes qui sont constituées que de dev, profil dev, ça m'arrive, j'arrive dans des équipes où il y a zéro ops. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est une solution, par exemple, que je les pousse à utiliser un GitLab on-prem qu'ils vont maintenir eux-mêmes? Non. Par contre, si vous avez une contrainte, est-ce que vous êtes familier déjà avec GitLab, avec GitHub, avec d'autres solutions de ce type-là? C'est vraiment, ça dépendra de l'équipe, ça dépendra des habitudes du Hmm. dev. Parce Très que bien. l'idée, c'est que si je pars, il faut pas que, enfin, j'arrive sur une mission de transformation. L'idée, c'est que l'équipe, elle ne soit pas dépendante de moi. Hmm. Elle Hmm, soit pas hmm. dépendante de personnes de mon équipe à moi. Il va falloir que les équipes en place, elles s'approprient ça. Donc, en fait, c'est ça qui va déterminer mon choix, mais Hmm. par contre, je n'ai pas une liste prédéfinie où je sais systématiquement, c'est toujours cet outil-là que je vais proposer, si c'est ça ta question. Oui, non, c'était exactement ça. Donc, il y a des conditionnements, enfin, Des arbitrages à des faire, arbitrages en ouais. fonction. J'imagine qu'il y a le cost, parce que Oui, surtout en France, on aime bien le coût, coût, ouais, et la ROI, on l'oublie. Mais il y a aussi le niveau de connaissance des équipes, leur maturité technologique, etc., etc. Très bien. J'ai compris et je pense que tout le monde aura compris après avoir visualisé cette partie. Maintenant, la prochaine question, Katia, c'est est-ce que tu en as parlé un peu là, mais des exemples concrets, une équipe à simplifier et tout est devenu plus fluide. oui, oui, bah ça m'arrive, enfin ça m'arrive souvent. J'ai un exemple en date où vraiment on est parti de très très loin. Clairement, on avait des devs qui poussaient le code quelque part, mais pas de tests automatisés encore moins, donc pas d'intégration continue, rien du tout, juste on pousse. Ensuite, on avait une équipe Ops et on avait le responsable des équipes dev qui envoyait un mail à l'équipe Ops qui dit voilà, il y a une nouvelle release et eux, ensuite l'équipe Ops, ils se coordonnaient, voilà, entre eux, ils déterminaient une date et après, en fait, ils disaient voilà, aujourd'hui on va faire le déploiement. Donc, quand il y avait des déploiements, c'était souvent la catastrophe parce que du coup, il fallait se coordonner. Il n'y avait pas des déploiements fréquemment, donc c'était tout entre 3 à 4 mois un déploiement, donc des grosses modifications. Et surtout, c'était des équipes très nombreuses. Donc là, en fait, en ce moment, quand je suis intervenue, j'ai fait un atelier pour discuter, pour voir les contraintes des uns et des autres. Je m'étais rendu compte que c'est la première fois que les gens communiquaient entre eux comme ça, directement, sans passer Hmm. sans remonter dans la sphère hiérarchique, voilà, les chefs, voilà. Attends. Là, je me suis dit, ok, déjà, le premier point à faire, c'est on va faire en sorte d'instaurer des rituels pour qu'ils puissent communiquer, avoir un outillage pour qu'ils puissent juste, voilà, on a une grosse équipe dev, une grosse équipe ops, les chefs qui communiquent entre eux par réunion, etc. ou par mail. Et en fait, déjà, on va travailler, faire en sorte d'avoir un canal commun, un espace de discussion où, en temps réel, quand il y aura les déploiements, quand il y aura des problématiques, ou voilà, on va pouvoir communiquer en cassant juste ce silo-là. Hmm. Déjà, ça a été le premier point.
Ensuite, on a commencé petit à petit dans l'accompagnement, déjà faire des ateliers d'acculturation. C'était très important parce que, ben, comme on partait de loin, il fallait expliquer qu'est-ce que c'était l'intégration continue, qu'est-ce que c'était le déploiement continu, qu'est-ce que c'était la livraison continue, jusqu'où nous on peut aller dans le contexte de cette entreprise-là, qu'est-ce que ça va vous apporter en tant que dev, en tant qu'ops, en tant qu'entreprise par exemple, plus globalement, etc. Déjà, il y a eu un gros travail d'acculturation en faisant des exemples d'époque et tout, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi je parlais. Parce que des fois, ça peut m'arriver, je peux poser des questions, on se rend pas compte quand on est dans un quotidien, voilà, on parle de containerisation, d'orchestration, etc. Bon, tout le monde n'a pas le même niveau, en fait, d'expérience et de connaissance, c'est ce qui est OK. Donc ça, c'est un fait. Et ensuite, petit à petit, on a commencé par petites étapes. On commence, déjà, on fait les tests. On essaie de développer des tests, vérifier qu'il n'y ait pas de régression, qu'il n'y ait pas de, voilà, de fausses problématiques, etc., en gagnant du temps. Et ensuite, dans cette entreprise-là, on est arrivé jusqu'à la livraison continue. Donc, on package l'application, on arrive et on communique ensemble. Et ensuite, on a travaillé aussi sur les rollbacks en cas de problème, que ce soit pas un drame, un non, enfin voilà, qu'on essaie de faire en sorte que si je déploie une version 1+1, que je puisse basculer de manière beaucoup plus simple vers la version N, revenir en arrière, sans qu'il y ait l'application qui soit down pendant 2-3 jours, le temps que, parce que on n'a pas géré bien correctement les migrations des données, etc. Enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on a travaillé. Et en fait, ça a juste facilité le process. Et l'étape d'après, c'était de passer vraiment sur un modèle purement cloud native. Donc on est parti de très très loin. Et après, on est passé sur un modèle cloud native où là, il y a eu une accélération, donc une fiabilisation encore plus, l'accélération des déploiements, et on a travaillé pour réduire aussi le process, enfin le temps entre chaque déploiement. Donc on n'est plus sur du 3 mois, mais va être sur des déploiements toutes les semaines par exemple, sans que ça soit un drame ou un blocage, sans que tout le monde soit mobilisé, parce qu'on sait systématiquement qu'il y a des problèmes qui se produisent en production. Ouais, parce que du coup, derrière, tu as eu des moyens pour mesurer que on est capable de déployer au bout d'une semaine que attendre un mail qui passe qui Ah oui. attend des 3 mois et tout. Ouais. C'est ça. En Ouais. fait, on a pu le tracer parce que justement, il y avait des traces par mail écrites, etc. Et, euh, et ensuite, on a mesuré que, enfin, forcément, il faut mesurer. Sinon, on peut pas savoir si on s'est amélioré ou si on a régressé. Ouais. Ouais. Ça, avant que je touche à n'importe quelle infra, première chose que je fais, je mesure pour que je puisse comparer. Pourquoi? Parce que ça nous arrive toujours. Alors, on dit souvent dans la tech, on a une blague où on dit toujours c'est un problème DNS, etc. Ben moi, dans mon cas, c'est toujours un problème d'infra. Donc en fait, la fameuse phrase, ouais, ça marche sur mon poste. Moi, ce que j'ai, c'est pas ça marche sur mon poste, mais c'était mieux avant. Donc forcément, quand j'arrive sur une transformation, on Ouais. mesure avant pour en fait éviter d'avoir la sensation totalement subjective. C'était mieux avant. Avant, j'ai l'impression que c'était plus rapide, c'était beaucoup plus performant. Ben, en fait, on mesure avant. Des fois, on se rend compte qu'on n'a aucun moyen de mesurer parce qu'avant, ça n'a jamais été mesuré. Donc, on met en place les processus pour mesurer. Et ensuite, on mesure après pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de Ouais. régression de retour ailleurs. Ouais, très clair. Donc, par rapport à ton expérience, Katia, là où l'équipe est devenue un peu plus fluide, on peut aussi parler de communication et d'acculturation. Parce que j'imagine que tu leur as parlé en quoi consistait la culture DevOps, en quoi consistait parce que là, on a parlé de cloud, mais c'est important aussi de savoir comment ça s'inscrit et tout. Donc, c'est pas, voilà, j'ai les solutions, je vais vous montrer et terminer. Mm. Exactement. Donc, Ouais. c'est super important d'impliquer les humains de, de- enfin, qui constituent une entreprise, de les embarquer avec nous, donc de leur expliquer le pourquoi du comment. La communication, c'est vraiment l'élément central. Malheureusement, on a des cultures d'entreprise très fréquemment où c'est très siloté, donc la communication, elle passe pas, ou elle passe que dans le management, et après en bas, faites comme ça, c'est comme ça, pas autrement, mais on ne dit pas le pourquoi du comment, ce qui est assez dommage parce que bah, c'est le meilleur moyen en communiquant d'embarquer tout le monde dans des projets comme ça. Faut pas que ça soit imposé, surtout quand on amène du changement au sein d'une entreprise, ça c'est très très important de communiquer. Ouais, et chapeau parce que ça, c'est pas une mission aussi simple là. Aujourd'hui, il y a des hiérarchies assez rigides
où on a besoin de savoir tout et de tout décider, même si on ne sait pas ce qui se passe au bas niveau. Les fichiers avec les fameux fichiers Excel et tout, sans vouloir critiquer, hein, c'est le constat qu'on fait. Donc ça, c'est hyper important de savoir. Surtout, il y a la partie, voilà, être persuasif par rapport à comment amener cette culture. Parce que culture, communication et tout, avant outillage et aspect business, ça c'est aussi très important. Euh, Maintenant, sens inverse, Katia. Là, on a parlé, on commence, on vient, à la fin, succès, réussite. Pas forcément. Est-ce que tu as eu des échos ou tu l'as vécu, hein, je sais pas, hein, parce que des projets trop, entre guillemets, trop DevOps qui se cassent la figure. Euh, Moi, j'ai un exemple en tête qui me revient à chaque fois que je pense à ce genre de cas de figure. J'ai été appelée en dernier recours sur un projet qui avait démarré quelques années avant. Et le budget alloué à ce projet-là a été largement dépassé et donc il y a eu un changement d'outils, changement de tout ce que tu veux, et on était toujours dans les mêmes problématiques. Déjà, j'arrive, donc je fais ma fameuse phase de découverte. Donc, qu'est-ce que Ouais. vous avez mis en place? Voilà, je veux comprendre l'historique, avoir le contexte. Et je vois la solution mise en place, c'est un anti-pattern, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de dev qui est à part, on a l'équipe d'Ops, donc qui s'assure du maintien en condition opérationnelle de la production, de toute l'infra, etc., qui est à part. Et donc, pour les rapprocher, pour améliorer la collaboration, il y a eu l'idée de créer une équipe DevOps. Donc, une troisième équipe. Donc, ouais, les gens, ils comprenaient pas. Ouais, il Ouais, y ils a me disaient, du mais je comprends budget. pas. Il y a du budget. Ouais, voilà, une troisième équipe. Donc, on crée une autre équipe avec des ingénieurs DevOps à l'intérieur qui s'occupent de faire le lien entre les devs et les ops de l'autre côté. Donc, c'était des gens qui avaient mis en place du GitLab, qui avaient mis en place voilà, des pipelines. Et j'arrive, je me dis, OK, donc en fait, là, vous avez fait changement d'outillage, migration vers des outils, etc. Vous avez adopté la containerisation, OK. Par contre, vous avez créé un troisième silo. Vous aviez deux silos qui communiquaient pas. Donc là, vous avez rajouté une troisième brique. Donc, on a trois silos qui communiquent pas bien. Parce que Mais on fait du DevOps. donc, bah, oui, donc voilà. Donc, vous avez rajouté une troisième brique. Donc, qui, du coup, fait le pont entre les deux briques qui communiquaient pas initialement. Donc, on rajoute encore voilà, un pont qui prend les Ouais. informations, voilà. Et en plus, ce pont-là, il est complètement sous l'eau parce que tout le monde est sous l'eau parce qu'on a rajouté de nouveaux outils sans forcément comprendre ces outils-là ont été mis en place. C'était pas spécialement nécessaire dans ce contexte-là parce que la problématique, c'était on n'arrive pas à fiabiliser les déploiements. Les déploiements sont fastidieux. À chaque fois, on est obligé de le faire à 4 heures du matin. Ça nous embête. Les gens sont de moins en moins motivés de le faire la nuit parce que, bah, il y a toujours des incidents. Il faut le faire le week-end, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte, bah oui, voilà. Donc il a fallu faire preuve de diplomatie pour expliquer que c'était pas ça le DevOps. Donc oui, vous aviez passé 2 ans à faire ce projet-là, mais en fait, c'était pas la bonne voie parce que déjà là, il y a une problématique. Si on crée un troisième silo, on casse pas les deux silos. Enfin, on ne fait pas communiquer spécialement les personnes le mieux. Donc voilà, on voit de tout. Donc c'est pour ça Ouais. que c'est très important j'insiste, je radote Non, pourquoi les c'est DevOps? Qu'est-ce important. que ça nous dit? Vas-y, Ça Katia. nous a dit parce que voilà, j'ai vu des situations qui étaient problématiques, ça génère de la frustration. Des fois, ça génère tellement de frustration que bah, des gens qui étaient initialement très investis dans l'entreprise bah, finissent par partir parce que bah, ils sont au bout de leur vie, ce qui est très très ça fait partie de la vie, mais c'est dommage de partir dans des conditions comme ça. Donc c'est toujours rappeler quel problème on souhaite résoudre. Ouais. Quels sont vos goulons d'étranglement? À ce moment-là, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est pas, on change tout, on rajoute des équipes, on recrute des ingénieurs DevOps, on constitue des équipes DevOps, et ensuite, voilà, on attend que la magie opère. Ben, en fait, non, on est dans un métier qui c'est assez, c'est linéaire, hein, c'est 0-1. Bon, le quantique, c'est pas encore pour tout de suite. Ouais, Donc, bientôt. donc voilà, c'est très important de rester pragmatique. Et puis, il y a un biais aussi que moi-même, je peux tomber dessus. C'est pour ça que j'essaie vraiment j'en parle beaucoup, c'est en tant que tech, on peut être
hypé, on peut trouver un outil génial, etc. Donc, on peut avoir tendance à le positionner partout. C'est là où il va falloir se freiner et se dire, OK, je suis dans une entreprise. Quels sont les problèmes? Quels sont les objectifs de mon entreprise? Comment je peux résoudre ces problèmes et répondre à ces objectifs grâce aux outils et pas l'inverse? Ouais, carrément, ouais, carrément. Et moi, je dirais que ils ont mis le nom de DevOps à une équipe et ils se sont dit que ça va fonctionner. Donc, c'était magique. Et c'est C'est ce qui se passe, malheureusement, fréquemment. Katia. Oui, 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 fréquemment. fréquemment. Tes missions, elles vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est sois zen sur ça. C'est du travail. Donc, par rapport à ça, voilà. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ils ont mis DevOps, ils ont cru que ça va marcher, et au final, par contre, ce que je retiens aussi, c'est que tu leur, c'est le fait d'annoncer. Voilà, ce que vous avez fait pendant 2 ans, on va se jeter, Alors, on va optimiser. bah Ça, voilà, c'est on va essayer de courageux, Katia. capituler. Ça, c'est Alors courageux. ouais, bah en général, ça aussi, c'est un des avantages pour le coup. C'est pas un exercice facile de dire, d'arriver dans une équipe et de dire, de trouver les mots pour pas brusquer, vexer, etc. Parce que Bah ce oui, que je fais en très fait, c'est pas, important. voilà, mon objectif c'est d'aider, c'est pas d'apporter un jugement de valeur. Donc il y a aussi la manière Mm, dont on dit les choses, ça c'est très très important. Mais mm. aussi ce que je vois, je constate très très fréquemment, c'est que il y a des informations que moi je dis qui ont été remontées par les équipes qui n'ont pas été spécialement entendues. Donc, le fait d'avoir une personne qui vient de l'extérieur qui dit, bah oui, là, il y a un problème. Et voilà pourquoi c'est problématique. Donc, je justifie pourquoi c'est problématique. C'est pas ce que vous avez fait, c'est pourri, il faut tout jeter, voilà, on refait tout. Donc, j'essaie vraiment Mm. de travailler Factuel, sur, factuel voilà, aussi, d'être ouais, la ouais. plus objective possible. Mm. J'explique, je justifie, chaque fois que je dis que ça, c'est un axe d'amélioration, je justifie systématiquement pourquoi c'est un axe d'amélioration. Et puis, c'est pour ça aussi, j'essaie de capitaliser sur ce qui a été mis en place au sein d'une entreprise. C'est pas je jette tout, je révolutionne. Donc, s'il y a un outil qui est pas à la mode, c'est pas celui qui ressort en premier quand on cherche, par exemple, des outils, les top outils de sa catégorie, c'est pas grave. Si l'entreprise elle a passé 3 ans, l'équipe ont passé 3 ans à essayer de le maîtriser, ils le maîtrisent très très bien, il y a le support en interne, tout le monde est OK, etc. Et que ça permet de répondre à mon problème, je vais pas changer cet outil-là juste parce qu'il faut le changer. Ça, Mm. c'est très très important. Parce que Oui. sinon, ben, voilà, les factures, elles sont très salées à chaque fois que je passe quelque part. Donc. Ah oui, oui, j'imagine bien. Et surtout, faire du DevOps, enfin, un message à tous les consultants qui disent, on va vous mettre du DevOps, ça va rouler, vous inquiétez pas. Bah, inquiétez-vous. C'est là où vous devez vous inquiéter. Franchement, Oui, s'il y a des gens qui vous disent ça, arrêtez tout de suite le contrat. Je préfère quelqu'un qui vient me dire, OK, on va se poser, et j'aime bien ta façon d'aborder, c'est pas parce que tu es mon invité, Katia. J'aime bien cet axe euh, de dire, OK, je prends du recul. Il faut savoir bien sortir le discours et surtout capitaliser et avancer sur ce qui a été fait. Ça, c'est méga important. L'acculturation, la communication, ainsi de suite. Ensuite, l'outillage, parce que proposer un branding d'outillage, voici, moi, ça m'est arrivé, hein, où quand tu travailles dans un grand groupe d'assurance, je dis au commercial, OK, sympa votre offre. Maintenant, expliquez-moi pourquoi on doit faire cet outil et pas celui-là. La plupart du temps, il y a pas, c'est un discours blablateux commercial quoi, qu'ils aiment bien faire. Mais j'ai rien contre les commerciaux. Voilà, comment avec Jean, on a fait à Jean-Christophe, on embrasse tous les commerciaux de la terre. Mais 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 il faut pas raconter quand on sait pas, on dit franchement les choses et c'est là où ça va mieux se passer. Parce que là, on n'est pas en confiance et du coup, on sélectionne pas l'entreprise qui propose ses services. Quoi. Donc ça, c'était important aussi de le souligner. Une des questions, c'était la culture et la communication dans tout ça. Je crois qu'on en a assez dit sur ça. Je sais pas, Katia, si tu veux en dire aussi 2 mots sur la culture et la communication. Un des fondamentaux, deux des fondamentaux, en plus de comprendre le besoin et tout. je suis totalement en Hmm. phase avec ça. En fait, il faut d'abord travailler sur la communication, la collaboration avant de penser aux outils, parce que c'est des êtres humains qui constituent une entreprise. Hein. Donc là, c'est pas enfoncer des portes ouvertes, c'est vraiment ça le plus important. Moi, le premier challenge auquel je fais face quand j'arrive sur une mission, c'est la réticence au changement.
surtout quand c'est imposé, que les gens n'ont pas suffisamment compris le pourquoi du comment. Des fois, c'est une équipe qui est en souffrance, les autres sont OK, donc elles comprennent pas trop le vécu des autres parce qu'elles l'ont juste pas entendu. C'est très, très important de vraiment travailler sur le côté collaboration, communication, avant de penser aux outils. Parce que les outils sont les humains derrière qui les font fonctionner, c'est pas, enfin, Des robots. c'est rien du tout, Ouais. quoi. Voilà, exactement. Ouais, ça c'est important. Et tout à l'heure, tu as dit un truc hyper important aussi, hein, c'est la hype. Oui. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de se faire plaisir à mettre en place des outils. Et ça, je le rappelle, c'est applicable à tous les podcasts, hein. À chaque fois, on le cite. D'appliquer des outils juste parce que c'est fun et pour se faire plaisir. Ouais. Si ça n'apporte rien, vous êtes en train de d'escroquer votre CEO. Ça, sachez-le. Donc, je sais pas ton avis sur ça, Katia. Écoute, moi, j'ai été, anecdote personnelle, j'ai été traumatisée par par quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, qui à chaque fois il allait en meet-up, il arrivait, il disait ça, c'est J'ai un une outil idée. génial. C'est ça, il va falloir qu'on migre et tout. Donc après, la semaine après, il allait faire un autre meet-up. Ça, c'est génial. Va falloir qu'on le mette. Donc, en fait, c'était totalement instable et c'était stressant de travailler parce qu'il fallait, bah, du coup, canaliser les idées. Donc, c'est vrai qu'en tant que tech, on peut être très, très vite hypé, voilà, par un outil, ce qui est extrêmement important, en fait, de faire de la veille. Ça, c'est important de faire de la veille, etc. Mais il va pas falloir essayer de coller ces outils-là qui nous plaisent énormément à tous les contextes de Ouais. l'univers. Donc, il faut qu'on apprenne aussi en tant que tech à se maîtriser. Donc, et à se dire, OK, ben, OK, ça c'est génial, mais est-ce que vraiment c'est pertinent de le positionner dans ces contextes-là en particulier? Ouais, en phase et surtout, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire de la veille et tout. C'est Oui. bien. Il faut avoir un backlog. Moi, ce que je conseille aussi, c'est que dans les entreprises pour lesquelles je travaille, c'est avoir un backlog de veille dans Jira ou autre, on s'en fiche, ou un fichier Excel. C'est un backlog de veille dans lequel vous créez des tickets et vous le priorisez. Et ça marche vachement, hein. J'ai toujours proposé ça dans les entreprises. Ça peut être un tableau dans Confluence ou autre, et ça marche plutôt bien. Notez, au pire, notez et parlez-en parce que avec un comité d'experts de votre boîte, et si vous n'avez pas d'experts, c'est qu'il y a un problème, donc recrutez-en. Et du coup, ça permet de se dire, ok, est-ce qu'on a besoin de ça? Et on revient à ce que tu dis, hein. C'est vraiment, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Non, ben on le garde, mais pas tout de suite. Le mettre pour se faire plaisir et qu'il ramène aucune valeur ajoutée, ça c'est pas la peine. Donc ça méritait d'être dit ça aussi. Euh, L'autre question c'était quand on avance, là on a développé pas mal de choses from scratch ou en cours d'existence, en quoi consiste DevOps simplement. Maintenant il y a, et tu le répètes à chaque fois et tu as bien raison Katia, c'est les trois principes pour faire du DevOps entre guillemets, puisque la phrase faire du DevOps n'est pas totalement vraie. Sans le dire, ça serait lesquels du coup si on doit résumer, Katia? Alors, 3, c'est assez peu, mais si je devais en sélectionner que Ouais. 3, ça serait la communication. Ça, c'est très, très important. Les feedbacks. Et les feedbacks dans les deux sens, enfin que ce soit pas unilatéral, donc c'est le top qui fait des feedbacks aux équipes. En fait, il faut que les feedbacks remontent aussi en haut. Et puis travailler aussi sur l'automatisation. Ça, c'est très très important parce que quand je dis automatisation, c'est pas voilà adopter tous les outils de la planète, mais la fiabilisation, je reviens à la définition. Pourquoi DevOps? DevOps, c'est réduire le time to market, fiabiliser les process. Et quand c'est des opérations qui sont faites par des êtres humains, il y a toujours un risque d'erreur. Donc, si on veut fiabiliser, c'est automatiser. Et quand je dis automatiser, pareil, c'est pas des scripts bash, voilà. Ça peut être des scripts bash, mais c'est pas ceux de 2 kilomètres que une personne maîtrise et quand la personne elle est en arrêt maladie ou en vacances, tout s'arrête parce que plus personne Ah, n'arrive à débloquer les ah trucs. ouais, Donc je pense que ça aussi c'est ouais. des situations Hmm. vécues. Donc communication, feedback dans tous les sens.
donc feedback, voilà, bidirectionnel, et puis l'automatisation. Essayer de réduire au maximum les interventions humaines faites par des êtres humains, par des ops, par des devs. Essayer vraiment, vraiment d'automatiser et de sélectionner les bons outils qui sont que vous avez soit en place, soit voilà qui sont standards du marché. Ça, à ce moment-là, comme tu dis, il faut faire de la veille, il faut demander des feedbacks parce que quand on va sur les sites des outils, c'est toujours les meilleurs au monde. Donc, demandez Ouais. des feedbacks autour de vous, Ouais. des experts, les podcasts, les événements, les meet-up, les réseaux sociaux aussi. Ça peut être un très très bon moyen d'avoir des retours d'expérience de ces outils-là pour savoir vers quoi il faut se diriger. Hmm. Donc, je résume, communication, feedback, automatisation. Bon, Automatisation. après, il y en a deux Et autres, mais ouais. bon. Vas-y, Katia, dis-nous. Dis-nous, tu vas pas nous laisser comme ça, quand même. Allez sur mon post. Non, allez sur mon blog. Non, je Achetez mon m'appelle. livre. Achetez mon livre. C'est ça. Achetez mon livre. Non, bah, du coup, je reste sur les principes du calme, c'est observabilité, parce que tu as parlé de mesurer, c'est très, très important. Il faut qu'on mesure avant, Oui. après, pendant, tout le temps. Donc, c'est très, très, très important. Puis, un sujet très important aussi sur lequel il va pas falloir lésiner, c'est la partie sécurité. Donc, dans tout ce qu'on fait, on sécurise. On essaye voilà. Parce que surtout quand on ajoute des outils qu'on maîtrise pas, c'est un peu compliqué, puisque des fois, en fait, on ouvre des portes et on connaît même pas l'existence de ces portes-là. Donc, c'est très, très important aussi Tout de sécurisé. garder en tête la partie sécurité, quoi. Hmm. Très très bien. Ok. Bah c'est bien noté ça, Katia. Maintenant, là on a vraiment parlé de beaucoup de choses hyper importantes. Maintenant, on est à l'ère de l'IA aujourd'hui. L'IA, le platform engineering. Moi, voilà, j'entends parler de GitOps. Là, on parle de sécurité, de DevSecOps, etc. Euh, est-ce qu'on simplifie ou on rajoute une couche avec tout ça? C'est-à-dire, quand on parle de plateforme engineering, GitOps, DevSecOps, l'IA aujourd'hui, parce que l'IA elle a son rôle. Hein. Perso, je fais corriger des fois mes scripts de pipeline avec l'IA. Voilà, je le dis ouvertement. Je pense qu'on le fait tous un peu. Il faut pas être voilà. Et est-ce que ça va nous simplifier la vie, tout ça, ces termes, ces concepts, ou ça va nous complexifier la vie? Alors, effectivement, là, avec l'IA, on connaît quand même une accélération, clairement. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'informatique, ça a toujours été un domaine en perpétuelle évolution. Ça va pas s'arrêter là. Ce qu'il faut se dire, c'est que, comme toujours, que ce soit avec l'IA, le platform engineering, etc., les outils ne sont pas un moyen, ce ne sont pas un objectif, ça doit être un moyen d'atteindre Ouais. nos objectifs. Hmm. Donc, ce qui va dépendre, en fait, c'est l'utilisation qu'on fait de ces outils-là. Si c'est toi, tu t'en sers pour corriger tes process, pour avoir des feedbacks rapidement, etc., et que ça te permet de sécuriser tes process, ça te permet d'aller plus vite, c'est tant mieux. Le plus important, c'est on a effectivement un ensemble de concepts et d'outils qui sont à disposition, de nouveaux qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'eau. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la manière dont on va les utiliser, c'est ça qui va déterminer si oui ou non ils vont être pertinents ou non pour notre entreprise. Si on les utilise à bon escient, on les utilise de manière correcte, effectivement, ça peut être un accélérateur pour nous, ça peut être un accélérateur pour atteindre nos objectifs, pour fiabiliser nos process. Donc, moi, je suis complètement OK pour utiliser ces outils, mais comme n'importe quel outil, que ce soit le platform engineering, que ce soit l'IA, que ce soit n'importe quoi, c'est comment on les utilise qui va déterminer leur pertinence ou pas. Très bien. Donc, bah, par rapport à Platform Engineering, parce qu'on a un podcast que vous allez, qu'il faut aller découvrir, qui est déjà publié, avec Anis, où on a parlé Platform Engineering. Donc, Platform Engineering, ça vient comme un moyen pour répondre au Exactement, DevOps. Ok, très c'est bien. ça. Bah, là, c'est comme le GitOps, comme tous les, j'ai pas Exactement, envie de comme dire, tout. comme tous les concepts bullshit qu'on entend. Non, non, Alors, je déconne. non, non. Non. Non, non, mais voilà. Ah bah non, non, il y en a qui se permettent d'inventer des termes. Est-ce qu'on leur excuse ou pas? Je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai du mal, Katia. Écoute, Dis-moi.
c'est vrai qu'à un moment, on a quand même, on perd le fil parce que on se retrouve, on est quand même DevOps, ensuite DevSecOps, ensuite XOps, GitOps, ensuite voilà, GitOps, GreenOps, enfin tout ce que tu GreenOps, veux. ouais, bien. Voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres, MLOps, etc. Moi, comme je l'ai dit au tout début, c'est comme exactement, ma position là-dessus, c'est exactement comme pour les titres. Peu importe les mots, c'est pas ma bataille. Ce qui m'importe, c'est vraiment le fond, pas la forme. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Ouais, Si c'est quelque exactement. chose qui est pertinent, je prends. Pour le reste, bah, Ouais. je passe outre. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de buzzwords qui, on n'a pas Ouais. fini, hein. Là, je pense Ah, on n'a qu'on pas on n'a fini. pas fini dans, ouais. Ah oui, et c'est le cœur même de la chaîne, hein. Donc là, tu cibles le cœur même de la chaîne, c'est dire tous les mots qui peuvent exister et on va pas s'en sortir, hein, parce que là, on Ouais. commence à les citer, on en a plus de... Ouais, si bah, t'as 2 heures, on peut le faire, Katia, mais voilà. Non, non, j'ai une pas. autre fois. Donc, ouais. Donc, et c'est le cœur, c'est le fond. Derrière, qu'est-ce que... voilà, si je fais du GitOps, moi, tu me dis, je fais du GitOps, c'est comme récemment, quelqu'un me dit, je fais des nanoservices au lieu de microservices. Ah oui. Moi, je stoppe et je dis, OK, je souris légèrement, c'est pas l'air moqueur. Parce que je me dis, ah, il y a tiens un mot que j'écoute peu. Et du coup, je pose la question, c'est quoi un nanoservice? Et là, ça part dans tous les sens. Bah, c'est exactement. Après, tu vois, par C'est... exemple, pour GitOps, pour le coup, effectivement, c'est pas vraiment, c'est pas du tout la même chose que DevOps, par exemple. C'est pas, Hum, voilà. Mais quand on creuse un petit peu, ça peut répondre à une problématique, ça peut être très pertinent. Après, il faut pas essayer de le fourrer partout. Ça, c'est comme tout, comme exactement tous les outils. voilà, Mais c'est comme ça. tu dis, cet exemple-là, il faut s'intéresser au fond. Ok, il y a ce mot-là, mais qu'est-ce que tu veux présenter enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et à ce moment-là, c'est à chacun de faire, chacun et à Hum. chacune de faire son arbitrage. Très très bien, Katia. T'es plus gentil que moi, Katia. Franchement, c'est bien. Non, mais moi j'assume ce statut, cette image. Euh, Question un peu maintenant contradictoire, Katia, par rapport à notre podcast du jour. Sans DevOps, est-ce que je peux réussir? Complètement, on peut faire son DevOps. Après, est-ce qu'on va faire mieux? Je ne pense pas. Donc la question c'est, on peut faire, on a toujours fait pendant des années sans, mais si c'est là, c'est parce que ça répond à une problématique. Est-ce qu'on peut faire mieux sans les concepts et les outils qui sont apportés par le DevOps? Je ne pense pas. Sinon, on réinvente la roue. Et quand on creuse un petit peu, on se retrouve en fait à refaire exactement la même chose, mais on ne met pas juste le même nom en fait sur Oui. ce qu'on fait. Oui, et du coup, voilà, basiquement, si je fais pas de DevOps, je vire la communication, j'ai pas d'observabilité, j'ai pas d'automatisation, et tu vois, j'ai retenu, Katia. Exactement. J'apprends vite, hein. Donc, C'est bien. donc, j'ai pas tout ça, et c'est vrai qu'on revient à l'ancienne. On n'a rien contre, mais par contre, là, Katia, tu es en train de nous conseiller qu'il faut qu'on s'intéresse à la culture DevOps, au moins à minima, avec des premiers lots, et peut-être Exactement. faire appel à toi aussi. Mon numéro est affiché. J'ai affiché Ah, mon numéro. c'est important ça. Non, ça c'est important, Katia. Dans la description du podcast, il y a le profil LinkedIn de Katia. Ok. On peut venir te poser des questions sur. Déjà, on peut venir, bien sûr, vouloir bosser avec toi. Ça c'est voilà. Et te poser des questions sur si on veut creuser des choses, si on a des questions. Bien sûr, il faut pas demander à Katia si tu as une journée. Là, c'est pas ça. Mais Ouais, je voilà. suis très ouverte aux échanges Ouais. c'est pour ça tout à l'heure quand tu parlais de veille, les réseaux, j'ai cité les réseaux, c'est un vecteur très important pour faire de la veille, pour échanger avec d'autres personnes qui passent par des étapes voilà qu'on a actuellement. Et je veux juste te dire que j'ai rencontré énormément de personnes en parlant tech sur les réseaux. Donc si voilà, si vous voulez vous connecter avec moi, échanger, n'hésitez pas à me pinguer, je suis disponible Très sur les bien. 3 principaux réseaux, quoi. Ouais. Très très bien, Katia. Ça, c'est le lien. De toute façon, il est sur LinkedIn. Après, sur les autres réseaux, bah tu me diras, tu me fileras Voilà, tout et je mettrai tout. Je mettrai tout. On est là pour tout partager. Alors pour finir, Katia, là c'est le fin gros challenge. C'est si tu devais résumer Davos en une phrase. Voilà. En une phrase, limpide. Une boîte à outils qui nous permet de réduire le time to market et fiabiliser les process de déploiement. Voilà.
vous avez ça. Franchement, c'est clair, net et précis. Merci beaucoup, Katia, pour ce podcast. C'était un Merci à toi. plaisir de t'accueillir. Vraiment, j'ai beaucoup pris de plaisir et surtout, j'ai beaucoup appris des choses. Parce que, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille. Comment je dois le dire pour ne pas de bullshit. On fait tous du DevOps, entre guillemets, depuis quelques années. Mais on ne peut pas tout connaître et tout savoir. Ouais. Donc là, personnellement, je me suis enrichi aujourd'hui d'informations Tant complémentaires, comme pour le Scrum, comme pour l'Agile, comme tous les podcasts où on a invité des experts comme toi aussi à nous simplifier la vie. Et donc merci beaucoup, Katia. Tu reviens dans la chaîne quand tu le souhaites, quand tu as un Merci sujet. beaucoup Voilà, pour l'invitation. voilà, donc tu reviens, tu te dis voilà, Rafik, il y a ce sujet-là, si tu veux, on le partage. Ça sera un énorme plaisir pour moi. Donc merci beaucoup encore, Katia, pour ce podcast. Et comme d'habitude, voilà, donc oui, un élément important, vous allez retrouver, je rappelle, les informations pour contacter Katia, travailler avec elle, vous pouvez rentrer dans des échanges avec elle. Donc voilà, elle a accepté cela. Aussi, c'est pour le podcast, ce qui est important, c'est fait vraiment de façon, voilà, c'est gratuit, c'est sur notre temps personnel. Donc Katia, elle est venue sur un temps personnel pour faire ce podcast. Et moi, je prends du temps personnel pour le faire. Donc, vous avez qu'à vous abonner, à partager, à nous dire, si vous n'aimez pas, à me dire en privé. C'est mieux. non, je plaisante. En commentant aussi le podcast, ça fait toujours plaisir. Et plein d'autres podcasts sont en cours de montage, de publication. Voilà, ça ne s'arrête pas et c'est tant mieux. La chaîne, il y a pas beaucoup. Il y a un ami qui m'a dit, parce que aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'abonnés et c'est pas ça l'objectif. Moi, je veux pas être avec des millions d'abonnés où 1% regarde. Je préfère être un resto étoilé, on mange bien et on est tranquille, posé à l'aise, qu'un fast-food. Il y a beaucoup de monde et où les discussions ne servent pas forcément à grand chose. Donc voilà. Donc c'est un peu l'objectif de la chaîne. J'espère que vous aimez. Donc dites-le nous. Et pour clôturer, un mot de la fin, Katia, peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je t'ai pas menti, je suis très bavarde quand je parle technique, quand je parle tech. Non, mais c'était clair, donc c'est bien. Bah, écoute, abonnez-vous et n'hésitez pas vous voulez continuer la discussion avec nous, commentez sur tous les réseaux. Allez voir Katia. Oui, allez voir Katia discuter, vraiment. Moi, le premier échange que j'ai eu, c'était fluide et direct, donc c'était très naturel. Donc, il n'y a pas eu, voilà, c'était bien. Pour finir, la phrase, le jingle de fin, parce qu'on a un jingle de début, un jingle de fin. Okay. Que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt.